Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de La Foi vient de ce que l'on entend. Mon nom est Jean-Sébastien Morin, ça me fait un immense plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui. Donc, pour discuter d'un sujet qui est sur un peu tous les lèvres, ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire un sujet, de faire ce sujet-là, mais maintenant avec tout ce qui est dans les journaux et tout ça, donc c'était le bon temps, un peu toute cette réflexion sur l'intelligence artificielle. Donc, le chrétien, l'intelligence artificielle, le metaverse, un peu toutes ces choses qui sont en train de véhiculer de ce temps-ci. Ça mange quoi en hiver? Peut-être certains d'entre vous sont... Si j'entends ces mots-là, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi les implications en tant que chrétien? Des fois, quand il y a des nouvelles technologies, des nouvelles choses, des fois, on a un peu peur de ces nouvelles choses. Est-ce qu'on devrait être inquiet ou pas de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, avant de se lancer dans tout ça, j'aimerais ça vous donner juste un peu de nouvelles. On est au milieu janvier, donc le 23, là, au moment où j'enregistre ce podcast. Et je suis dans le milieu d'un No Spend Challenge, un défi zéro achat pour 3 mois. Et j'aimerais ça vous en donner quelques nouvelles. Il y a certaines personnes qui écoutent ce podcast, salut Dominique, donc qui me disent, justement, parce que je partageais au petit groupe dimanche que j'ai, dans le cadre des recherches que l'on est en train de faire pour les Pourquoi de la foi, cette semaine, j'ai acheté une Bible. Fait que là, puis là j'ai souligné, pour ceux qui me suivent, non, c'est No Spend Challenge, donc ça rentre dans une dépense de travail. J'ai acheté une Bible, la Bible des manuscrits de la mer morte. Donc, c'est en anglais, c'est par un expert. Il y avait la version en hébreu, la version en français. En anglais, j'étais pour celle en anglais. Pour aller un peu plus vite là, dans ce sens-là, mais c'était essentiellement, vous savez, la plus grande découverte archéologique, même pendant quasiment le deuxième millénaire, mais assurément pendant le 20e siècle, mais probablement pendant même le second millénaire au complet, ont été les découvertes des manuscrits de la mer morte, donc en 1947 et dans les prochaines années, dont on a découvert dans des caves des milliers de manuscrits qui permettent, dans le fond, et plusieurs d'entre eux étaient des manuscrits bibliques. Il y en a d'autres qui c'était relatif à une communauté ou des communautés dans le coin. Il y a d'ailleurs des nouvelles recherches qui ont été faites ou des nouvelles hypothèses qui ont été envoyées que peut-être que c'était en fait une partie des caves que l'on retrouve à Qumran serait en fait partie de la bibliothèque du Temple à Jérusalem qui aurait pu être cachée justement quand les Romains sont venus pour détruire la ville. Point intéressant, on ne le saura peut-être jamais, mais c'était une hypothèse quand même intéressante. Et donc, c'était la chance, les manuscrits, quand on trouve quelque chose comme ça, c'est assez formidable, mais ce qui était particulièrement formidable, c'est que la plus ancienne copie de l'Ancien Testament que l'on avait avant 1946 datait de l'an 1000 à peu près, 1000 ou par les Juifs qui s'appellent les Massorètes, qui étaient les gardiens un peu de ceux qui transcrivait le texte de l'Ancien Testament et c'était donc en 1000 après Jésus-Christ qu'on avait la plus ancienne copie de l'Ancien Testament. Et ça, c'est juste pour dire aussi, on n'a aucune copie originale d'aucun document de l'Antiquité. Pourquoi? Parce qu'un parchemin, particulièrement le papyrus particulièrement, est un matériel qui se désagrège, qui a à peu près une durée de vie normale, habituelle de 125 à 150 ans. Plus que ça, on est chanceux, puis plusieurs centaines d'années, mais c'est exceptionnel. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de copies, on a besoin de scribes pour copier les textes que nous avons pour qu'on puisse les transmettre d'une génération à une autre. Mais il y a toujours cette question, des fois que les gens posent, mais comment est-ce qu'on sait que, justement, ce qu'on a copié est semblable à ce qu'on avait à l'original? Mais justement, des fois, on trouve des copies comme ça qui sont très vieilles. Là, dans les manuscrits de la mer morte, on a découvert des manuscrits qui sont datés entre 300 avant Jésus-Christ et à peu près 70-80 après Jésus-Christ. Et donc, on aurait les plus vieux documents de l'Ancien Testament. Bien sûr, c'est pas tous les manuscrits. On a tous les livres de l'Ancien Testament sont représentés, sauf le livre d'Esther dans ces manuscrits-là. Mais c'est pas tous les manuscrits qui sont complets. Des fois, on a de multiples copies d'un même livre. Mais, par exemple, quand les manuscrits sont pas tous d'une même qualité parce qu'il y en a ils ont perdu des pages, ils ont perdu des morceaux. Pourquoi? Parce que ça se détruit. Mais des fois, donc quand on compare plusieurs manuscrits, mais des fois on a le mot il manque un mot, une phrase sur un à cause que ça a été endommagé ou autre. Mais si on a l'autre page, eh bien là, dans cette Bible des manuscrits de la mer morte, c'est qu'on a compilé tous les manuscrits ensemble de la mer morte. Et qu'est-ce qu'on a? L'ensemble de qu'est-ce qu'on a de l'Ancien Testament dans ces manuscrits-là en anglais, pour qu'on puisse, bien sûr, c'était en hébreu et en grec, particulièrement en araméen aussi, mais donc la traduction anglaise pour avoir une idée
rapide un peu. C'est quoi les passages? C'est quoi qu'on a? Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a plusieurs copies de Ésaïe, mais on a un rouleau parfaitement conservé. C'est vraiment un miracle. Et pourquoi? Parce que essentiellement, Ésaïe est un des livres les plus christologiques, un des livres avec le plus de prophéties messianiques qui nous parle de plein de détails sur la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Fait que c'était vraiment providentiel de la part de Dieu de nous montrer que wow, c'est exceptionnel. En fait, c'est vraiment extraordinaire cette découverte qu'on a faite dans les manuscrits de la Mer Morte, mais ça nous montre la providence de Dieu, justement, de mettre sa main sur sa parole. Et donc, une des façons de préserver, c'est de nous donner des copies, et beaucoup de copies pour qu'on puisse justement s'assurer que les copies ont été bien transmises. Et quand on fait des découvertes comme ça anciennes, donc j'étais dans cette section et dans cette réflexion pour notre module sur justement est-ce que la Bible a été bien transmise ou est-ce qu'elle a été changée. Donc, on répond à ces questions-là pour les 8-12 ans, les 13-17, bien sûr, là, c'est le grand défi d'expliquer ça parce qu'on explique des questions comme ça, particulièrement à des enfants, des adolescents. Tu peux pas créer des questions chez eux qui n'ont pas déjà, mais souvent, ils vont entendre des versions de ces questions-là puis ils ont besoin de savoir qu'il y a des réponses solides puis que la Bible est un livre tout à fait exceptionnel au point de vue de sa transmission, non simplement de son contenu, mais aussi de sa transmission. Dieu préserve sa parole. Donc, c'était un achat pour le travail de ça. Sinon, comment ça va le No Spend Challenge? Bien, au début de janvier, j'ai été me désabonner des choses que l'on payait parfois par mois. Là, pendant le temps des fêtes, je m'étais inscrit à Crave. Donc, c'est un genre de Netflix, mais plus francophone un peu, par belle, parce qu'il y avait certains films que je voulais écouter avec les enfants pendant le temps des fêtes. Donc, j'ai enlevé ça. J'ai enlevé plusieurs choses comme ça, des subscriptions, genre à des livres ou des choses comme ça. Et j'ai gardé seulement ceux qui sont déjà payés. Donc, par exemple, Netflix qui était payé là, jusqu'à pendant un bout de temps. Donc, on a gardé certaines des choses, mais tout le reste, on l'a coupé. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai voulu regarder un film puis avec mon épouse, puis il était sur aucune des plateformes. Fait qu'on l'a pas regardé, on a regardé autre chose. Mais vous savez quoi, on a trouvé quand même autre chose à écouter où j'ai plein de DVD à la maison. Tu sais, que même des fois j'ai acheté, il y a des années, on me dit ah oui, ça va être bon, ça, j'aimerais ça le réécouter, puis je l'ai jamais réécouté encore. Donc, on a la chance, là en ce moment, on réécoute avec notre plus vieille, c'est les Superman des années 1950 avec George Reeves. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des genres ça dure à peu près 20 minutes, 25 minutes par émission. Puis c'est des mystères. Fait que c'est Superman qui est vraiment plus reporter dedans, mais c'est des mystères et c'est le fun à regarder. C'est amusant. Donc, ça nous appelle à regarder d'autres choses. Quand même, fait que ça a été un réflexe. Et après ça, on me disait, est-ce que quelqu'un là? J'ai été voir chez ma mère. Est-ce que ma mère, t'as-tu le film que je cherche? Puis sinon, on peut aller voir à la bibliothèque la prochaine fois qu'on ira parce qu'il y a plein de livres, plein de DVD que tu peux emprunter à la bibliothèque. Fait que, grosso modo, so far, so good. À part peut-être, j'étais beaucoup à l'extérieur, là, des fois pour le travail, mais même des fois, au point de vue des restaurants et tout ça, ça a été un peu plus difficile à respecter. Mais quand même, sur tout ce qui est achat supplémentaire, autre chose, non, ça a vraiment bien été jusqu'à maintenant. Même des idées, on aime beaucoup les, j'ai fait des recherches sur les jeux de société ou des choses que j'aime personnellement les risques et tout ça, les choses comme ça, pas les risques dans la vie, là, mais les risques, les jeux de société ou genre, ça m'a, j'ai fait un peu de recherche sur l'histoire de risque parce que j'apprécie ça, puis apprendre un peu plus sur l'histoire d'un jeu de société et tout ça, puis voir, puis de mettre sur une liste peut-être des choses qu'à un moment donné, j'aimerais ça mettre sur ma liste de fêtes ou des choses comme ça, mais donc c'est quand même, je me sens quand même vraiment on sent la désintox arriver. Il reste quand même encore 2 mois et demi. Mais ça m'est arrivé à quelques reprises de devoir dire non, regarde, en ce moment, je suis dans un No Spend Challenge. Alors, je le fais pas, mais c'est vraiment... Ça fait du bien à l'âme, à quelque part, de mettre ça de côté puis d'enlever la consommation de tourbillons comme c'était le temps avec le Black Friday, avec Noël, avec tout ça. Donc, juste de déconnecter de tout ça. Ça nous ramène à notre sujet du jour un peu. Qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement vous avez entendu parler peut-être de ChatGPT. Il faut pas le lire comme en français que ton chat a pété, là, j'ai pété mon chat. Non, c'est vraiment ChatGPT. GPT est une intelligence artificielle qui fait partie de quelque chose qu'on appelle OpenAI, donc Open Artificial Intelligence, qui sont des projets un peu, on a beaucoup de logiciels ouverts depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant même, où on a des versions non payantes ou qui sont créées par des utilisateurs de la communauté. Donc, plein de gens travaillent sur ces projets qui sont libres de droit
pour pouvoir donner à la communauté des options gratuites. Mais OpenAI fonctionne un peu de la même manière. Il y a aussi des fois des branches payantes qui vont prendre ces mêmes choses pour en faire et le retravail avec des fonctions qui sont payantes par des compagnies. Mais c'est un peu ce qui est arrivé avec Microsoft, par exemple, qui, ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils ont investi dans OpenAI, mais je pense à la hauteur de 1 milliard de dollars, justement pour voir comment on peut intégrer cette question de ChatGPT avec leur moteur de recherche Bing, qui a été déclassé, disons-le, depuis longtemps avec Google. Sauf que quand vous demandez quelque chose à Google ou à Siri ou à Alexa ou des choses comme ça, les réponses qu'ils vous donnent, c'est ils vont trouver un site web souvent qui parle de quelque chose semblable et des fois, ils nous arrivent avec des choses complètement différentes. Mais ChatGPT, c'est complètement différent. Je l'ai essayé, j'ai essayé de donner plusieurs données différentes, lui demander des choses. Par exemple, j'ai posé la question, donne-moi 10 idées pour faire la promotion d'un podcast. 5 secondes. Et là, ça donne une grande liste. Après ça, j'ai posé la question, fais-moi un résumé du livre, du livre de Jeff Vanderstelt, Saturate. Et là, au Gospel Fluency que je demandais, il me fait ça d'une shot. Mes amis, après ça, j'ai demandé, fais-moi une dissertation sur les différences entre le calvinisme et l'arminianisme, qui sont deux positions théologiques sur le salut, particulièrement sur l'élection divine. Et là, je l'ai lu, je dis, hey, ça fait du sens. En fait, et là, c'est en train de révolutionner. Et c'était l'article dans le Journal de Montréal en fin de semaine, où c'est le branle-bas de combat dans les cégeps et les universités de notre province et ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce que, essentiellement, tu pourrais lui dire, fais-moi un rapport de lecture sur le Petit Prince en 3 points, il me sort-moi les caractéristiques du personnage principal. Froup! Copier-coller, je donne ça à mon prof, et voilà, mon devoir est fait. Et là, les profs commencent à penser qu'entre-temps, avant de trouver une solution, il faudrait que les étudiants viennent faire leurs examens avec un crayon puis un papier dans une salle de classe pour ne pas qu'ils utilisent ces intelligences artificielles-là. Ça donne une idée, et les étudiants en entendent beaucoup parler. Pour vous donner une idée de la puissance ou de comment est-ce que c'est populaire, il y avait une comparaison qui a été faite. Voici le temps que ça a pris à ces divers services pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Netflix, ça a pris 3,5 ans avant qu'ils arrivent à 1 million d'utilisateurs. Facebook, ça a pris 10 mois. Spotify, 5 mois. Instagram, 2 mois et demi. Et ChatGPT, 5 jours. 5 jours pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Et donc ça va monter à une vitesse exponentielle parce que c'est vraiment avancé. Jordan Peterson, un auteur conservateur, psychologue de Toronto, qui est connu, on parlera de Peterson un peu quand on va parler de la liberté de conscience et de la liberté de parole, mais lançait cette idée, puis c'est ce qui m'a mis un peu sur la piste de voir, attends, je vais aller voir qu'est-ce que c'est un peu plus en détail, parce qu'il disait ça va révolutionner le monde de l'éducation et ça va révolutionner beaucoup de choses. Pour vous donner une idée, il y a aussi l'intelligence artificielle qui est mise à escient pour créer des images. Et j'aimerais ça vous partager, pour ceux qui l'écoutent en vidéo, donc on est à la minute à peu près 13h45, là, si vous voulez aller le voir sur le vidéo, pour ceux qui l'écoutent en audio. Mais juste pour vous montrer un peu, je vais ici partager à ma droite un peu des images que j'ai générées automatiquement pour essentiellement soit le podcast ou ça. Ici, j'ai demandé, fais-moi en 3D l'image d'une petite fille qui prie dans sa chambre. Comme vous voyez, c'est absolument hallucinant. On dirait que c'est la qualité de Pixar, là, comme on voit les films d'animation. Ça, c'est formidable. J'ai commencé, bien sûr, je suis un geek de super-héros. Alors, j'ai commencé par y poser la question, fais-moi donc Batman s'il était dans le jeu Super Smash Bros. Sur la Switch. Et voici les 4 images qui ont donné de qu'est-ce qu'aurait de l'air Batman dans ça. Puis là, tu dis, c'est donc bien pété. J'ai demandé aussi, donne-moi Batman qui se bat comme Popeye. Bon, ça a été un peu moins bien rendu, mais quand même. Ici, j'ai tapé, si j'étais dans son intelligence artificielle, j'ai dit, prends Jean-Sébastien Morin et fais-moi en super-héros de Marvel.
Et donc, vous voyez bien sûr la ressemblance extraordinaire. Au moins, il y a les cheveux un peu, puis la couleur des cheveux, puis une coupe de livres en moins, mais bon, ça donne une idée. Donc ça, je trouve ça bien amusant. Mais quand même, la qualité de ça, et vous pouvez utiliser ça sur Internet, vous pouvez utiliser ça ailleurs, c'est assez extraordinaire. Ici, j'ai dit, fais-moi un peu en incroyable Hulk. Encore une fois, après ça, là, j'ai posé la question, puis je l'ai utilisé pour un de mes podcasts, celui de la semaine passée avec Raphaël Lanzenberger. J'ai dit, fais-moi donc, je voulais avoir cette idée de sécularisation, partager, de faire des disciples et tout ça. Et là, j'ai dit, fais-moi donc Jésus qui marche à Wall Street. Et là, donc, 4 images, ça a pris 30 secondes pour avoir ces images de cette qualité-là. J'en ai choisi une, j'ai demandé de l'améliorer. Et après ça, ça a donné vraiment des résultats fantastiques. Ici, j'ai demandé de me faire des petits groupes. Fais-moi une image de petit groupe. Et là, il peut me faire à la fois des photos. Et les gens qui apparaissent sur les photos ne sont pas des personnes réelles. C'est des personnes complètement inventées. Et ici, les images sont complètement débiles. Ici, regardez, celle-là, elle est fascinante. J'ai demandé dans un camp, fais-moi une image dont on va créer un jeu de camp pour faire une publicité pour inciter les jeunes à vouloir jouer à ce jeu-là. Donc, un genre de jeu comme bataille royale un peu, mais en 2 équipes. Écoutez, c'est extraordinaire. Tu peux lui demander de faire avec le style de Monet. J'ai demandé de faire une cabine avec un homme près d'un arbre. C'est absolument extraordinaire. Ici, vous voyez donc 4 images différentes de bataille royale comme jeu. Et ici, avec l'idée, avec un camp. Et là, tu regardes ça, wow, on dirait un camp de vacances. C'est tout simplement hallucinant qu'est-ce qu'il réussit à faire dans le style que tu désires. Ici, on a une image, je m'en servirai probablement pour cet épisode-ci, un peu cette idée dont le chrétien, la technologie, puis là tu vois la personne qui est comme connectée à son téléphone, mais qui est aussi connectée à tellement d'autres choses en arrière. Et ça, c'est fait en 30 secondes. Ça va mettre hors de business, les amis, les graphistes. Je suis désolé si tu as étudié en graphisme, mais il y a peut-être encore une place pour toi. Peut-être que les graphiques vont utiliser comme des choses comme ici Midjourney, qu'est-ce que ça s'appelle, la plateforme d'intelligence artificielle qui fait les images. Microsoft aussi a travaillé sur quelque chose, une plateforme qui est en train de développer. Mais ici, ça fait que je peux avoir illimité essentiellement des images, puis même en demandant des choses qui sont difficiles à trouver. Ici, tu vois aussi en même temps que toi, tu crées les images, sont quand même, il y a un filtre, le phare, le PG-13, c'est-à-dire que tu verras pas de femmes dénudées ou de choses comme ça. Donc ça, c'est une excellente chose de mettre ce filtre ici. Mais tu vois tout ce que les autres demandent. Et là, ça te donne des idées sur qu'est-ce que tu peux chercher. Tu peux même prendre les photos des autres si tu veux. Ici, quelqu'un avait demandé de mettre Joe Biden, le président américain, dans un style rétro-punk. Et de faire qu'il faisait un assaut sur le Congrès avec des armes futuristes. Alors, je sais, si vous l'écoutez en audio, ça vaut la peine de venir voir ce petit clip. Donc, là, je vais peut-être même le même sur Facebook directement, le petit clip pour vous donner le goût d'aller écouter l'épisode en vidéo pour celle-là. Mais donc, c'est une première pour moi de partager des choses. Ici, on a celui de la semaine passée, évangéliser, faire des disciples et sécularisation. Donc, c'est quand même formidable. Fait que ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous amène je sais essayer de partager mon écran. C'est l'intelligence artificielle qui nous amène à repenser, et moi, ça vient de changer ma vie, en guillemets, au point de vue de mes graphiques. Puis qu'est-ce que j'ai besoin pour même le podcast, puis qu'est-ce que je peux créer comme image, puis image dans mes présentations PowerPoint, puis c'est extraordinaire. Fait qu'il y a certainement des bons coups dans ça, tout comme probablement ChatGPT va nous permettre, je partageais avec quelqu'un, un ami dans l'Ouest canadien, puis qui disait que oui, mon beau-frère a utilisé ChatGPT pour faire de la cuisine. Il a dit à ChatGPT, voici ce que j'ai, mettons, 2 livres de bœuf haché, un céleri, si ça, voici ce que j'ai, voici combien de temps j'ai. Tout d'un coup, 4 recettes avec exactement qu'est-ce qu'il y avait et qu'il pouvait utiliser. Donc, c'est donc un engin de recherche intelligent qui va être capable de vraiment répondre à des questions et de répondre à des questions particulières. Je peux voir et ça peut avoir un effet pervers aussi, remarquez, mais je peux voir des effets utiles. Voici mes symptômes.
Parce que souvent, nous, on regarde un symptôme de quelque chose, puis tu penses que tu vas mourir avec ce que tu vois sur l'Internet parce que tu vois pas l'ensemble des symptômes ou des si. Donc, il y a une banque de possibilités, je pense, où l'intelligence artificielle va permettre de faire des bonds de géants. Mais en même temps, ça va avoir une influence négative. Et ils vont avoir des positifs et des négatifs. Disons-le, la technologie, c'est un outil, comme l'automobile, comme l'ordinateur, comme la télévision, comme plusieurs choses. C'est un outil qui en soi peut être neutre, dans un sens, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Les réseaux sociaux, par exemple, sont un exemple de quelque chose que l'utilisation est positive en partie, mais aussi d'un grand apport négatif. On n'a jamais vu une anxiété aussi grande, l'anxiété sociale et de dépression depuis que les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une réflexion. Une des premières questions que j'ai posées à ChatGPT, c'est « Are you Skynet? » Est-ce que tu es Skynet, donc dans Terminator, l'intelligence artificielle qui prend le monde? Et ChatGPT m'a assuré qu'il n'avait aucune intention de dominer le monde. Jusqu'à présent. Non, ça, il m'a pas dit ça. Mais certainement, il y a des utilisations qu'on va pouvoir faire de ça, pas juste pour nous rester dans la cuisine pour savoir quelle recette faire, mais avec les algorithmes, les intelligences artificielles sont capables de regarder tranquillement les manuscrits, même d'Ancien Testament ou autres, puis de dire, sur ça, il y a eu 6 scribes qui ont travaillé sur ce parchemin-là ou sur ce livre-là. Et donc, de pouvoir vraiment faire des avancées où l'être humain n'a pas nécessairement la capacité complète de faire les liens tout ensemble. Il faut quand même majoritairement, et il y a même un article là-dessus que je lisais où ChatGPT utilisait peut-être des gens, sous-payait des gens, je pense que c'est au Kenya, pour faire des inputs, donc faire de l'entrée de données, parce que pour être capable de réfléchir, il faut quand même que tu lui donnes de l'information, puis tu retires des fausses informations. Donc, il faut quelque part qu'il y ait des gens derrière qui disent ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Tout comme c'était très clair, là, c'était écrit dans le Protégez-vous, c'est pas des informations cachées ou occultes, mais les bidules comme Alexa ou les fameux Echo, ou les choses de intelligents, les speakers intelligents, mais dans la réalité, ils soutiennent vos données, c'est-à-dire qu'ils vous entendent. La preuve, ma fille était étonnée parce qu'il y avait un jeu qui l'intéressait dernièrement, puis après avoir recherché sur le jeu et tout ça, la publicité y apparaît davantage. Donc, c'est là, même que c'était très clair, parce qu'Alexa, donc avec Amazon, disait oui, très clairement, il y a des gens qui sont derrière et qui écoutent, ça ne veut pas dire qu'ils t'écoutent en live, mais qui écoutent toutes les demandes que l'on peut faire afin d'aider l'intelligence artificielle. On va dire, si l'intelligence artificielle te donne une niaiserie en retour, quelqu'un qui peut en faire une note pour dire non, là, il a mal compris, pour pouvoir l'améliorer. C'est pas tous les speakers intelligents qui réussissent à faire ça, mais c'est juste pour vous dire, oui, il y a une intrusion dans la vie privée d'avoir ces bidules-là. Puis aujourd'hui, on accepte librement de donner beaucoup de nos informations parce qu'on se dit, mais de toute façon, ils ont déjà toutes mes informations au travers de tout ce qu'on donne sur Facebook et autres. Mais quand même, il y a un issue sur la vie privée, c'est-à-dire est-ce que et vos téléphones, même chose, pour que tu sois capable d'appeler ton téléphone, je le dirai pas parce que sinon mon téléphone va s'allumer, mais pour que si tu l'appelles à l'autre bout de la pièce puis capable de te répondre, c'est parce qu'il est en train de t'écouter en tout temps pour être capable de capter ce que tu vas dire. Et tu le voyais des fois parce que tu as un record, donc il y a des archives de tout ça, et tu peux même voir des fois que tu entends la pré-seconde avant ta demande, avant de demander mais OK Google, des choses comme ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le micro est actif pas mal en tout temps. Ça veut pas dire qu'il y a des gens qui t'écoutent tout le temps puis qui veulent tout savoir sur ta vie. Ta vie est peut-être pas aussi intéressante que ça, ni la mienne. Mais ce que ça veut dire potentiellement quand même, c'est que les gens, dépendamment si tu laisses ton téléphone dans des moments quand tu es dans tes moments dans la chambre, que tu sois dans des moments intimes ou que tu sois en train d'avoir une conversation privée ou des choses comme ça, ben il y a des téléphones qui peuvent potentiellement t'écouter. Donc, c'est un pensez-y bien sur la place qu'on laisse à la haute technologie dans nos vies, dans l'intrusion de notre vie privée aussi, puis juste dans quelles informations est-ce que l'on partage ou qu'on décide de divulguer ou pas. Je pense que ça va avoir une influence sur l'éducation. Jordan Peterson est correct. Je pense avoir des profonds changements en l'éducation, notamment sur toute la question de si on n'est plus capable d'évaluer les étudiants, parce que bien sûr, il y a des gens qui travaillent pour avoir que tu puisses mettre le travail d'un étudiant dans un scanner informatique pour te dire si c'est une intelligence artificielle ou pas qui l'a bâti.
Mais à un moment donné, tu peux quand même aller chercher les données de l'intelligence artificielle puis le réécrire dans tes propres mots, puis ton travail va être fait. Donc, j'ai peut-être plus besoin de savoir tout sur tout. C'est-à-dire, tu sais, on donne une formation générale à nos étudiants. Beaucoup échouent parce que, bon, c'est quand même, tu sais, on a beau dire que l'école ne demande pas autant qu'avant, mais c'est pas nécessairement toujours vrai. C'est juste que les étudiants réussissent pas nécessairement comme avant. On leur donne une formation générale en les bourrant d'informations qui peuvent facilement, pour beaucoup de ces informations-là, les retrouver sur l'Internet ou, tu sais, je veux dire, tu n'as plus besoin, si tu débats en quelle année l'Inquisition espagnole avec le beau-frère à Noël, mais là, tu demandes juste à Google, puis il va te le dire, tu sais, puis fait que tu n'as plus besoin d'avoir Hey, mon oncle, toi, tu as fait une maîtrise en histoire, viens donc ici. Donc, ça l'enlève l'appel à l'expert. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour les experts, mais ça l'enlève l'appel aux experts dans plusieurs domaines. Donc, on donne beaucoup d'informations, on donne beaucoup de formations à nos jeunes, on essaie de donner une formation générale toute pareille dans tous les niveaux, jusqu'en secondaire 5, souvent. Et l'informatique puis l'intelligence artificielle va beaucoup changer ces idées-là, à mon avis, dans les prochaines années. On le voit déjà dans l'idée que les diplômes sont de moins en moins importants, particulièrement les GAFA, les Google, Facebook, Amazon, Microsoft, où ils vont engager les gens sur les compétences, sur est-ce que tu es capable de faire. Fait que les gens qui vont se développer en une compétence particulière, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un diplôme dans ça. Bien sûr, le gouvernement va être à la dernière ligne en arrière de ça, parce que l'éducation, le gouvernement, ça bouge à vitesse d'une tortue, mais les autres vont s'adapter, le milieu privé va s'adapter, puis ça va avoir une profonde influence sur comment on apprend. Les centres de formation vont être beaucoup plus dynamiques, vont être beaucoup plus en ligne aussi, versus une éducation où il faut que tu payes cher, mais là, c'est pas au Québec, on paye pas cher, ce qui est une bonne chose, mais quand même, c'est pour dire, avant que j'investisse des dizaines de milliers de dollars aux États-Unis ou ailleurs pour aller étudier, alors que je peux avoir ces informations-là d'une autre façon, je pense que ça va changer notre façon profonde d'éduquer, notre façon profonde d'évaluer, donc aussi les étudiants, parce que là, tout d'un coup, tu peux plus les évaluer, puis comment est-ce que tu vas gérer le plagiat ou pas. Les gens en théologie, tu sais, on se dit, mais là, ils sont honnêtes, donc ils vont pas mentir, mais quand même, dans pas mal tous les domaines, mais c'est une bonne question. Quel genre de travail est-ce que ça peut mettre hors de business? Mais certainement les graphistes, ça va jouer un coup d'œil. Les auteurs, j'ai vu, une des choses que je voyais, c'était une vidéo d'une dame qui demandait à ChatGPT d'écrire un épisode de son podcast à elle. Et en fait là, l'intelligence artificielle étudie un peu comment qu'elle parle, puis il écrit un script. Bon, là, tu dis ça à ce moment-ci, puis avec un nouvel épisode. Tu peux même lui demander de créer de l'humour. Je sais pas s'il est drôle ou pas, mais quand même, c'est juste pour dire que il y a beaucoup d'auteurs ou de générateurs d'idées qui vont peut-être en manger en prendre pour leur rhume. Alors, les professeurs, je pense que ça va peut-être changer la dynamique. Déjà qu'en éducation, il y a beaucoup de choses qui changent au point de vue de la profession d'enseignant. Les caissiers, je pense qu'on le voit avec la technologie aussi, beaucoup plus de magasins qui vous poussent à payer vous-même. Mais bien sûr, il y a déjà plusieurs magasins, particulièrement d'Amazon aux États-Unis, où il n'y a même pas de caissier. Il y a des gens qui sont là pour placer les choses dans les emballages, mais tu rentres, ça scanne ta carte ou ton téléphone Amazon. Il y a des caméras partout, puis même si tu prends un item, tu le remets sur l'étagère, ils vont pas te le charger. Tu sors complètement, tu mets ça dans ton sac, tu sors complètement, puis t'es chargé sur ta carte Amazon ou ton compte Amazon, et voilà, pas besoin même de personne pour faire un check-out à la sortie. Donc, ça fait partie des changements. Donc, l'analyse, de dire, wow, il a été capable de le prendre, de le remettre, c'est quand même assez exceptionnel aussi. Donc, ça va avoir des changements assez importants. Mais une des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on devrait avoir peur de la technologie ou pas? Je pense qu'une des questions, c'est est-ce que ça va nous aider à être plus productifs ou à être plus relax? Dans les années 80, on pensait même quelqu'un dans ma famille qui a étudié en récréologie là, pour les adultes. Parce qu'on se disait, avec toute la technologie, les gens vont la semaine de 4 jours, puis la fin de semaine de 3 puis 4 jours. La technologie va faire que les gens vont pouvoir se reposer sur la plage, puis juste savoir se poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie puis de mes loisirs? La technologie a accéléré les choses. Je veux dire, à tel point que, tu sais, on est comme, voyons, ça fait 10 minutes que j'ai envoyé mon courriel, pourquoi il m'a pas répondu? Puis là, on devient esclave de ça. Puis non seulement ça, fait que là, on y envoie un texto pour dire qu'on y a envoyé un courriel. C'est comme, non, on court, on est défoncé comme jamais. Et je pense que la technologie va
cette technologie de ChatGPT et ou juste de génération d'images ou tout ça va juste faire qu'on va encore accélérer la cadence, mais que personne ne peut suivre et que ça provoque une profonde anxiété. J'en ai parlé dans mon épisode sur l'anxiété. Je vous envoie vers là si vous luttez avec l'anxiété. Mais je pense que ça va tout simplement amplifier notre anxiété. Encore plus parce qu'on va avoir l'impression de devoir encore être plus productif. Mais c'est difficile à un moment donné parce que je pense qu'on prend pas le temps de prendre la vie chaque jour à la fois. Puis de dire, hey, aujourd'hui, là, je veux juste être capable de faire X. Puis je vais être content si j'ai fait X. Mais là, non, j'ai juste fait X. Puis là, il y avait Y, Z, A', B', D'. Et donc, tu es toujours déprimé parce que tu as toujours des primes qui s'en vient. Tu te rends jamais. Et donc, il y a cette réflexion-là où tu te lèves avec une montagne. Puis pourtant, personne ne peut faire plus que les autres, là. Mais c'est juste pour vous montrer des fois à quel point la technologie est un bien serviteur, mais un bien mauvais maître, comme on parle parfois pour l'argent. La technologie en général aussi, par contre, quand on parle de l'éducation, il y avait un article de Joseph Facal en fin de semaine dernière, un peu à la fin de la semaine dernière, qui faisait réfléchir beaucoup. Le titre de l'article, c'était « Jeunesse, l'hallucinante montée de l'ignorance ». Et donc, c'était un article le mercredi le 18 janvier 2023 de Joseph Facal. Et il rappelait un sondage IFOP qui est mené à la fin 2022 auprès de 2003 jeunes Français, donc âgés de 11 à 24 ans. Donc, et voici certaines des choses qu'on a sorties. Et bien sûr, il y avait une représentativité de l'échantillon là, dans l'étude. Il a été trouvé que chez les 11 à 24 ans, ils sont 16% à croire que la Terre est plate. Puis ça là monte à 29% pour ceux qui utilisent en plus TikTok. Désolé, je la trouve drôle pareil. Ils sont 19% à croire que les extraterrestres ont construit les pyramides d'Égypte. Ils sont 20% à croire que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Et là, tu te rends compte que beaucoup de ces jeunes-là, ils tirent leur information où? Et ce qu'il disait, chez les utilisateurs de TikTok, ils sont 41% à se dire d'accord avec l'affirmation suivante. Un influenceur qui a un nombre important d'abonnés a tendance à être une source fiable. Les Français sont réputés pour être davantage intellectuels que nous, les cousins québécois. Et c'est donc, tu dis, OK, ça serait quoi l'État ici? Mais donc, à force, tu peux aller voir une vidéo et là, ça t'en montre 50 autres qui pensent de la même manière, ce qu'on appelle un peu l'effet de la chambre d'écho. Donc, ça te renvoie ce que tu produis ou ce que tu penses. Je pense qu'il y a quand même une réflexion importante à avoir sur comment on laisse nos jeunes avec cette technologie-là. J'en parlerai davantage peut-être dans un autre épisode. Mais si nous croyons que ça n'a aucun effet négatif sur nos jeunes que de leur laisser le téléphone puis la tablette. Vous savez, quand le iPad est sorti, tout le monde, je me rappelle un étudiant en théologie qui a fait un énoncé un peu sur cette génération. Il prenait un exemple de ça. Il disait, on sait même pas c'est quoi, puis tout le monde est excité. Mais Steve Jobs, lui-même, si on a posé la question, est-ce que tu vas laisser tes enfants jouer avec ton bidule? A dit non. Bill Gates, sensiblement la même réponse. Pourquoi? Parce qu'il était au courant de c'est quoi la dimension, de quoi ça l'implique jusqu'à un certain point. Fait que si on croit, est-ce que ça a des effets positifs? Oui. Est-ce que ça a des effets négatifs? Oh oui, mes amis. Et à travailler beaucoup avec la jeunesse et tout ça, tu sais, nos enfants, on regarde des films souvent ensemble, ils ont un temps de jeux vidéo, de tablette ou d'ordinateur par jour, ils peuvent jouer. Mais après ça, est-ce qu'ils ont leur propre téléphone? Non. Est-ce qu'ils vont avoir leur propre téléphone? Ça sera une discussion à avoir. Puis il y a un livre que j'aimerais beaucoup faire lire là quand mes enfants seront à l'âge même plus vieil, peut-être bientôt à cet âge-là, mais 12 façons que votre smartphone vous change. De génération smartphone. 12 ways your phone is changing you en anglais. Pour dire, écoute, parce que c'est une chose que de laisser le bidule entre les mains de nos jeunes, c'est une autre de les équiper à bien s'en servir et bien se protéger. Et la réalité, c'est que
même nous, en tant qu'adultes, nous avons des répercussions négatives et on est peut-être probablement plus déprimés sur certains aspects. Pourtant, ce podcast, vous le trouvez sur YouTube, vous le trouvez sur Facebook, vous le trouvez par Internet. Fait que c'est pas que je suis contre, bien sûr, les technologies ou les choses, mais c'est de dire, ben, est-ce qu'on doit quand même aider nos jeunes puis leur donner une chance, a fighting chance, comme on dit en anglais, parce qu'en ce moment, si on fait juste leur donner puis ça se connecte directement en eux, mais je pense qu'on est en train de leur faire, on est en train, je suis désolé de le dire ainsi, on est en train de déprimer profondément toute cette génération. Puis je pense que c'est ce qui est déjà en train d'arriver. Mais c'est ce qui va arriver de pire en pire si on n'est pas... Et je vois difficilement la sortie de ce problème de société avec toutes ces choses de technologie qui vont prendre encore plus d'espace dans nos vies et plus de place dans nos cœurs, puis dans nos âmes, puis dans le fait qu'il faut être aimé, puis il faut être performé plus que l'autre, puis avoir plus de followers, puis nos jeunes qui, dans le fond, se font aspirer un peu par tout ça. Je vous dirais un autre aspect aussi de choses que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le metaverse. C'est quoi le metaverse? Donc, ça vient de univers, métavers, c'est le méta au-dessus. Donc, la compagnie Facebook a changé de nom pour Meta il y a bientôt près d'un an. Et l'idée, c'est de créer un monde à part. En ce moment, ça lève pas fort, le métavers, mais c'est vu comme probablement une industrie qui va être une des plus grandes industries de notre génération. C'est l'idée de dire, ben, de la même façon comme dans des jeux comme Fortnite ou autre, tu as un avatar, c'est-à-dire que tu as un personnage qui te représente. Le jeu Fortnite, par exemple, est complètement gratuit. Tu peux pas rien changer d'en avoir des meilleures armes ou des meilleures habiletés ou des choses comme ça. Rien. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ton apparence. Tu peux avoir un skateboard cool, puis d'avoir un hoodie, puis d'avoir une face différente, puis de ressembler à un acteur. Et ça génère des milliards, des millions, si pas des milliards de dollars. Fait que je vous dirais, c'est la question de l'identité de qui tu es en ligne. Et donc, le plus qu'on va passer de temps en ligne et qu'on va arriver avec la réalité augmentée aussi, la RA, ce qui est essentiellement tu as des lunettes et en plus, ça augmente ce que tu vois. Donc, tu vas avoir des expériences sensorielles et autres supplémentaires rajoutées à cette réalité. Fait que tu peux être en réalité complètement virtuelle avec un casque ou tu vis dans une autre réalité. Ou tu vas pouvoir voir de la réalité augmentée qui est de vivre dans ce monde-ci, mais avec une optique supérieure, avec des choses que l'on rajoute ici, comme on peut penser maintenant des hologrammes, puis bien voir la personne. Facebook est en train de travailler sur un nouveau casque, où c'est avec une capacité de lire tes expressions faciales, puis d'être capable de porter tes émotions aussi. Parce que ça, c'est une des choses qui est difficile dans le monde virtuel actuellement, c'est de transmettre ses émotions comme si tu étais vraiment là. Parce que même Zoom qui est pas en 3D ou même là en ce moment où vous me voyez avec un angle et tout ça, eh bien c'est pas la même. T'es pas capable de toujours lire la personne. Tu sais pas si la personne te regarde les yeux dans les yeux ou si elle regarde une des autres personnes qui est là ou c'est juste en train de faire autre chose en même temps. Donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée vont changer plusieurs choses. J'ai eu la chance de tester. Monsieur Coupon était à l'œuvre, puis avec l'argent de ma fête, puis avec tous mes coupons, j'ai réussi à avoir un set de réalité virtuelle gratuitement. Donc, ça, j'étais vraiment content de pouvoir l'essayer. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Et donc, j'ai pu jouer à des jeux, puis je vous dirais, là, je n'ai jamais trippé aussi fort de ma vie que dans un jeu de Darth Vader. Écoute, c'est hallucinant, là. T'es dans le vaisseau. Tu l'as sur la tête, c'est autonome de l'ordinateur. Tu lèves la tête, tu vois le Star Destroyer Darth Vader qui arrive au-dessus de toi. Tu l'as à 2 pièces dans la 2 pouces dans ta face. Tu as un lightsaber, tu peux te battre, tu peux utiliser la force, tu peux pousser des choses terriblement raide ou encore mieux, pouvoir être Iron Man. I'm Iron Man. Et j'ai jamais trippé autant que ça. T'es dans l'armure. Puis tu voles dans le ciel, tu pitches des missiles, tu pitches des rayons laser, tu pitches des... C'est hallucinant. Mon épouse n'est pas capable de se mettre ça sur la tête, elle a le mal de tête déjà en partant, c'est pas tout le monde qui est capable de jongler à ça. Puis t'as quand même une limite de temps avant que tu aies hâte de passer à autre chose. Mais quand même, c'est vraiment fantastique. Je l'ai fait tu peux écouter des documentaires, puis il y en a c'est un documentaire sur le free fall. C'est-à-dire c'est ces gens qui font de la montée en montagne sans harnais ou sans protection. C'est pas la meilleure idée sur la terre, là, mais je trouvais le documentaire intéressant. Et avec des caméras ou des drones qui les filment. Et là, tu as le truc en 3D. Tu tournes ta tête.
puis tu vois le restant de la montagne comme si tu étais là en train de monter avec. Assez débile, même chose avec plusieurs choses. Beaucoup de gens vont faire des shows dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme si tu allais à un concert de Simon & Garfunkel, mais tu étais en première loge, tu étais à la première rangée, tu es là devant eux, qui sont dans ta face, puis c'est absolument débile le son, puis écoute, fait que tu peux avoir vraiment une capacité extraordinaire de ça d'ailleurs dans les jeux comme Facebook, comme Fortnite ou autre, de plus en plus t'as des soirées. Fait que dans la réalité virtuelle, dans le métaverse, tu peux aller dans une fausse salle de cinéma pour écouter un film avec d'autres gens. Les gens sont là virtuellement. Et même chose, même, il y a l'église virtuelle qui a commencé à apparaître aussi. Fait que t'arrives là, tu marches, puis là, t'arrives à l'entrée, il y a quelqu'un qui dit bonjour, tu y parles, parce que là, tu connectes, vu que tes deux avatars sont proches, mais là, dans ton casque, tu peux parler à l'autre personne. Tu vas t'asseoir, et là, vous allez chanter, voir le band de l'église réelle, qui est projeté sur l'écran, comme si tu étais dans une église, puis tu regardais sur l'écran. Et là, il va y avoir le prédicateur qui va venir, tu peux parler aux gens qui sont à côté, tu peux te lever, tu peux repartir. Donc, cette idée, on vit de plus en plus il y a même des lancements de films qui sont faites dans le métavers pour une avant-première ou des choses comme ça, des concerts de musique de groupes rock qui sont faits exclusivement pour un jeu en particulier, donc ça fait que la plateforme a plus de gens qui la découvrent, c'est toujours une idée d'avoir plus d'utilisateurs. Mais tout ça pour dire que le métavers n'est pas quelque chose à mettre de côté comme quelque chose qui va passer vite. En ce moment, ça lève pas parce qu'il y a eu beaucoup de pertes financières dans le développement de ce métavers-là. Mais la réalité, c'est qu'on s'en va dans cette direction-là. Je pense aussi il faut parler des problèmes ou des potentiellement addictions, donc les dépendances qui peuvent venir de ça. Au tout début, là, tu l'as sur la tête, puis je suis en train de jouer, puis là, c'est comme ces premiers jours que je l'avais, même premières heures, puis là, à un moment donné, Cathy dit « Hey, Jean-Seb, viens, on va parler », puis et là, écoute, je n'étais pas là, oublie ça, là, moi, je suis en train de me battre des lasers dans l'espace, là. Puis à un moment donné, elle me regarde, puis elle me dit « Bon, regarde, va jouer avec ta patente, on parlera plus tard. » Mais pour une couple de jours, là, écoute, j'avais juste hâte de retourner dans le monde virtuel puis de résoudre mon énigme ou de résoudre, tu sais, faire exploser des drones dans l'espace avec Iron Man puis tout ça. Mais tout ça pour dire, mais tu peux bouger avec ça. Hein. Tu finis ça, là. Écoute, j'ai joué à un jeu de soccer où t'es des robots. Une affaire là, débile, là. Mais vraiment le fun. Mais écoute, tu sues après ça. Fait que tu peux vraiment faire de l'exercice avec ça. J'essaie un autre programme d'exercice où tu fais de l'exercice avec des coachs. Puis écoute, t'as l'impression dans une classe avec quelqu'un qui est réellement devant toi. Puis là, tu fais les mouvements. Puis t'as des fois des cercles. Il faut que tu sois à l'intérieur. Il faut que tu te penches. C'est vraiment très interactif. Fait que il y a vraiment une possibilité assez extraordinaire, tout comme il y a une possibilité négative que je vois aussi face à ça. C'est tellement réel que pour nos jeunes, en fait pas juste seulement pour les jeunes, pour tout le monde, mais particulièrement les jeunes, je peux voir cela se développer dans des dépendances, par exemple à la pornographie. Pourquoi? Parce que c'est tellement réel, c'est tellement là. Pas que j'ai expérimenté ça, là, je n'ai pas touché à ça du tout, mais l'idée, c'est juste de dire, je peux voir potentiellement comment est-ce que ça peut être tellement fort, puis tellement réel, tellement créer une dépendance que les gens pourraient décider de ne plus quitter le métavers, de plus pas quitter cette réalité virtuelle et d'avoir une dépendance qui est plus forte. Parce que le plus fort qui est ton expérience, le plus grand devient ta dépendance envers un objet, une situation, etc. Fait que, je vous dirais, dans toute cette technologie, donc, est-ce qu'on devrait avoir peur de la technologie? Non et oui. Non, parce que la technologie continue d'évaluer, puis c'est un outil, puis elle peut être bon ou elle peut être mauvais. Par contre, si on revient à la même question, par exemple, c'est que si on prend la pornographie comme exemple, est-ce que je devrais avoir peur de la technologie? Mais vous savez, le téléphone, je me rappelle dans un camp, le jeune qui avait apporté sur son téléphone, écoute, là on parle d'il y a longtemps, avec son téléphone flip, là, il avait téléchargé dessus des images de pornographie, puis il montrait aux autres campeurs. Puis là, on était là, wow, tu sais, c'est quelqu'un. Mais aujourd'hui, écoute, ils ont accès à Internet directement avec aucun contenu filtré de la part des parents. Ils peuvent aller chercher n'importe quoi. Même si tu as des applications dessus, il y a des façons de contourner ça. Et on leur donne accès essentiellement
dans leur chambre et partout où ils sont, à tout le contenu. Donc, ça ouvre la porte à tout le monde, les bons comme les méchants. Et fait, est-ce que le téléphone lui-même est bon? Ben, écoute, c'est formidable. C'est quand même formidable tout ce qu'on est capable de faire avec ça. Je me rappelle mon prof de maths qui disait hey, pourquoi est-ce qu'on apprend telle chose en maths? Mais vous aurez pas une calculatrice avec vous tout le temps dans votre poche. Et même ChatGPT, tu peux même y faire des formules complexes en Excel. Dis, écoute, moi, je veux faire telle chose. Fais-moi ça, puis fais-moi une plage Excel avec ça. Fait que, donc, on est à une autre époque. Mais tout ça pour dire que de la même manière, c'est comment est-ce que je gère ça. Mais pour certaines personnes, ça va être tout simplement, des fois, l'apôtre Paul va dire, mais si ta main t'amène à pécher, mais coupe-la, bien sûr. C'est Jésus qui peut dire ça. Mais c'est une hyperbole. On comprend que des fois, il y a des exagérations qui sont faites pour faire un point, mais de dire, mais soyons vraiment prudents parce que certains de nos jeunes, certains de nos gens ne seront pas capables de gérer, d'avoir un téléphone ou de gérer d'avoir un casque de réalité virtuelle. Fait que soyons encore une fois très prudents, particulièrement par rapport à nos jeunes qui n'ont pas nécessairement tout ce discernement et même beaucoup d'adultes vont lutter avec ces choses aussi, d'où l'importance quand même d'aller chercher des outils, des gens pour se tenir redevable et d'autres choses semblables. Alors, gardons un sens critique. Je pense que c'est un point important, que ce soit, peu importe la situation, peu importe que ce soit technologique ou autre, gardons un sens critique sur l'utilisation des choses, puis en même temps, tout n'est pas noir et blanc, mais quand même. Et je vous dirais une autre chose, c'est continuons avec l'importance d'une culture générale, que ce soit la philo, l'enseignement de la philosophie, l'enseignement de la logique, l'enseignement de l'histoire, de la langue. Ça reste des choses où on a besoin de penseurs, on a besoin d'équiper nos jeunes, peut-être plus que jamais auparavant, à être capable de comprendre, d'évaluer. Et on ne peut pas comprendre qui nous sommes sans l'histoire, sans être constamment le citoyen d'un seul moment. Les jeunes vivent peut-être dans ce moment seul sans réaliser les impacts de ni qui ils sont, ni d'où ils vont. Et cette technologie peut tout simplement être un effet endormant de dire « ouf ». L'important, c'est le moment. Fait que l'importance d'avoir une culture philosophique, logique, l'histoire, nos jeunes, dans le concret, sont de moins en moins capables d'avoir des réflexions profondes. On le voit avec ce que disait Joseph Facal dans l'article. Mais c'est juste, il y a une difficulté même à suivre un argument. Il y a une difficulté à faire les ponts logiques. Il y a une difficulté à une capacité d'attention qui est pas... quelqu'un me dit en blague, mais tout le monde aujourd'hui a un déficit d'attention. Puis c'est peut-être vrai que tout le monde a un déficit d'attention, puis que certaines personnes en ont plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'on est dans une culture de toujours comme on est toujours en train de vouloir faire quelque chose d'autre. J'ai plusieurs écrans devant moi en même temps, plus le téléphone, plus ci, plus ça. Fait qu'on vit dans une société de l'interruption tout le temps. Fait que je vous dirais l'importance d'une culture générale et peut-être encore plus l'importance de la tranquillité, de l'humilité et de prendre un temps avec Dieu régulièrement pour pouvoir se retrouver devant lui en un à un, où le terre s'arrête, lui, le Dieu d'éternité, l'ancien des jours, et de pouvoir juste, dans notre chambre, dans le secret, où on peut mettre une pause sur tout le reste. Dire, Seigneur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe en quelle année je suis, peu importe c'est quoi les défis, mais le plus important, c'est d'être connecté à lui, d'être connecté à la parole de Dieu qui nous a été donnée. Le Nouveau Testament, il y a 2000 ans, l'Ancien Testament encore plus longtemps. Mais que ces livres qui nous sont donnés sont la parole de Dieu qui éclaire, que ta lumière, que ta parole éclaire notre sentier, que ta parole illumine qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Et ça, je vous dirais que si on garde ça connecté, ça c'est une des choses les plus importantes, mais de connaître aussi la parole de Dieu. Et on vit à une période où la Bible est plus accessible que jamais. Hein. La preuve, on l'a comme application sur notre téléphone. Mais il y a quand même une bonne chose à avoir cette bonne vieille Bible que tu as avec toi, que tu es capable de lire, que tu es capable de toucher, que tu es capable d'interagir avec, parce que sinon ça reste une application bien au loin. Si on n'a pas une théologie ou un regard théologique sur le monde, on en a un pareil. C'est juste que c'est une mauvaise théologie ou c'est un autre système avec lequel on regarde le monde. D'où l'importance d'être intentionnel dans notre façon de dire comment est-ce que je vais former mes chrétiens à l'Église pour penser? Comment je vais former mes enfants pour penser? Comment je vais former le groupe de jeunes pour penser? Puis être capable de réfléchir aux défis d'aujourd'hui et de demain. Alors, les amis, c'était l'épisode de La foi vient de ce que l'on entend sur la technologie, sur les plusieurs choses. Écoutez, gênez-vous pas à interagir sur YouTube, interagir sur Facebook, partager
ce podcast dans différents formats pour, encore une fois, notre but c'est d'aider les jeunes, d'aider non seulement les jeunes, d'aider les jeunes, les adultes, les pasteurs, tout le monde à réfléchir comment être chrétien aujourd'hui au 21e siècle. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est plus au 22e siècle avec tout ce qu'on voit en technologie, mais que le Seigneur nous donne la grâce si on est à cette époque, le Seigneur t'a choisi de toute éternité pour être ici à ce moment-ci dans l'histoire, et donc c'est le cas de se lever avec lui, avec sa force, pour relever les défis de ce siècle et pour les bonnes œuvres qu'il nous a préparées d'avance. Que le Seigneur vous garde et à bientôt. Dans notre prochain épisode, la semaine prochaine. Au revoir.